Il est bientôt 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, à un peu plus de 2 mois du premier tour de la présidentielle, un dernier sondage, IFOP donne Valérie Pécresse en 2e position derrière Emmanuel Macron. Et pour la première fois, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont à égalité à 14% d'intention de vote. L'analyse dans un instant avec Anne-Sora Dubois. Quant au candidat communiste Fabien Roussel, crédité de 3% d'intention de vote dans ce sondage Ipsos, il ouvre son premier grand meeting de campagne aujourd'hui à Marseille, sur les terres de Jean-Luc Mélenchon. Vous pourrez suivre le discours de Fabien Roussel en direct sur BFM TV dès 15h30. À Madagascar, le cyclone Batsirai a fait 6 morts lors de son passage la nuit dernière, selon un responsable malgache. Près de 48 000 personnes ont été déplacées. Les autorités craignent de dégâts importants. Nous retrouverons notre correspondante sur place dans un instant. Il y a 70 ans que la jeune Elisabeth II est montée sur le trône britannique après le décès de son père, le roi George VI. La souveraine a surpris ses sujets aujourd'hui en annonçant qu'elle souhaitait que sa belle-fille Camilla devienne reine consort quand le prince Charles sera roi à son tour. Nous serons en direct de Londres avec notre correspondante Laura Calmus. Nous sommes à 63 jours du premier tour de l'élection présidentielle avec ce sondage Ipsos Soprasteria pour le Parisien. À retenir de cette photographie à l'instant T, derrière Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse qui serait qualifiée pour le second tour. Marine Le Pen et Éric Zemmour seraient, eux, pour la première fois à égalité, vous le voyez, à 14%. Maëva Lamy. Ils sont désormais au coude à coude dans les sondages. Selon une dernière enquête, Marine Le Pen et Éric Zemmour obtiennent chacun 14% d'intention de vote au premier tour. Lui progresse de 2 points, elle baisse de 3 points. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique qui se met en place. Ça fait quelques semaines que dans tous les sondages, on monte, alors pas de 10 points, attention, mais qu'on monte d'1 point, de 2 points. Je pense qu'on peut vraiment s'attendre à de belles surprises, de belles surprises, ce ne sera pas forcément une surprise du tout, mais à de très beaux scores, notamment au premier tour. Face à ce léger rebond d'Éric Zemmour, le Rassemblement national met en avant son programme, notamment en matière économique. Ce que Marine propose depuis des mois et pas seulement depuis hier, c'est par exemple la baisse de la TVA sur les énergies, l'électricité, le gaz, l'essence, en passant de 20 à 5,5%. La suppression aussi de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Ça, c'est une mesure concrète de Marine Le Pen pour permettre aux jeunes de rester en France. Un duel entre les deux candidats qui semble profiter à Valérie Pécresse. La chef de file des Républicains progresse légèrement. Elle atteint 16,5% des intentions de vote. Ça fait un moment qu'on voit bien que Valérie Pécresse est la candidate la mieux placée pour créer l'alternance face à Emmanuel Macron au second tour. Et tout le monde sait bien que le soir du 24 avril, il n'y aura que 2 visages possibles. Celui d'Emmanuel Macron ou celui de Valérie Pécresse. Mais surtout un vote utile sur le fond. Pour tous ceux qui veulent changer, il y a le choix entre le statu quo d'Emmanuel Macron ou le changement avec Valérie Pécresse. Toujours en tête du sondage, Emmanuel Macron obtient lui 24% des suffrages, alors même qu'il n'est pas encore officiellement candidat. Avec nous en plateau, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Bonjour Anne. Alors, Marine Le Pen et Éric Zemmour au coude à coude pour la première fois dans un sondage. Qu'est-ce qui pourrait les départager ? Le premier tour. En tout cas, c'est pour ça qu'ils se battent en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont en train de mettre leurs forces dans la bataille. Ils veulent se départager. On est toujours dans le cadre de cette primaire de l'extrême droite. Ils sont en train de jouer leur place pour le second tour. Ils en oublient même, d'ailleurs, on le voit dans le sondage Valérie Pécresse, qui dans ce sondage, elle, se qualifie pour le second tour, contrairement à eux deux. Mais ils l'oublient totalement, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, comme Marine Le Pen. Chacun, à leur manière, ils se projettent à l'issue de cette primaire de l'extrême droite. Chacun de leur façon. Éric Zemmour, lui, cible tous ses adversaires. On l'a vu hier, sans mentionner Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, elle ne cible qu'un seul adversaire, c'est Emmanuel Macron, sans mentionner Éric Zemmour. Donc chacun a choisi sa stratégie. Éric Zemmour est en train d'opérer une sorte de basculement dans son orientation idéologique et politique. Il a parlé beaucoup du pouvoir d'achat hier, c'était une nouveauté. Il comprend bien que c'est un sujet qui monte beaucoup dans la campagne présidentielle. Marine Le Pen, elle a fait tapis, elle a joué son va-tout. Elle s'est présentée devant les électeurs. En clair, elle va le jouer sur la partie humaine. C'est sa rencontre, la rencontre de sa personne avec les Français, face à face, sans le pupitre entre les deux. Ce qui va les départager à la fin, bien sûr, ce sont les électeurs. Et là, effectivement, il faut reconnaître que c'est bien la dynamique qui, à un moment ou à un autre, va jouer dans le fait de les départager. Parce qu'à un moment ou à un autre, les électeurs vont jouer. En tout cas, il y aura un très fort déport de voix sur celui qui a le plus de chances de l'emporter. Il faut bien dire que pour l'instant, en effet, c'est plutôt Éric Zemmour qui a la dynamique parce que lui, il monte et Marine Le Pen baisse. Mais attention, les jeux ne sont pas faits. On verra encore une fois
comment sera reçue l'opération de stand-up de Marine Le Pen hier à l'issue de son meeting. Est-ce que la fibre humaine, alors que Éric Zemmour, lui, apparaît comme beaucoup plus clivant, ça peut faire changer la donne? On est encore à 2 mois du premier tour. Merci beaucoup Anne, vous restez avec nous. On voit que Yannick Jadot est à 8% selon ce sondage, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle qui a réagi à ces derniers sondages, notamment sur les candidats d'extrême droite. Il était l'invité de BFM Politique. Écoutez. Il est évident qu'il y a une perspective extraordinaire et réelle de victoire d'une écologie qui soit sociale, républicaine à cette élection présidentielle, parce que le seuil d'entrée au second tour va être plus faible. On voit effectivement une sorte de concours, l'épine du racisme, de l'antisémitisme, du révisionnisme, de la haine, des pulsions de mort. Je veux dire, c'est quoi le récit de Zemmour? C'est son grand succès, c'est le suicide français. Pour moi, ça ne peut pas être notre récit national. Et quant à Fabien Roussel, crédité lui de 3% d'intention de vote dans ce sondage, lance officiellement aujourd'hui sa campagne. C'est son premier grand meeting à Marseille ce dimanche à partir de 15h30 et à suivre en direct sur BFM TV. Avec nous en direct, Barbara Gomes, bonjour. Vous êtes conseillère communiste de Paris et porte-parole de Fabien Roussel. Alors est-ce que venir à Marseille aujourd'hui sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un peu un pied de nez au candidat insoumis que le Parti communiste, on le rappelle, a refusé de soutenir? C'est pas un pied de nez, c'est une façon de dire que Marseille, c'est aussi une des 3 plus grandes villes de France et que on a fait un meeting à Paris. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un meeting à Marseille. Les Marseillaises et les Marseillais, eux aussi, ont envie de nous voir. Fabien Roussel va donc présenter son programme, lui qui détonne à gauche en cultivant une certaine différence. Il se distingue notamment sur 2 sujets. Il prône l'utilisation massive du nucléaire, ou plus exactement d'un mix énergétique composé de nucléaire et de renouvelables. Et puis sur les questions de sécurité, il affiche une fermeté peu commune sur les questions de sécurité. C'est assez surprenant quand même. Mais c'est pas très surprenant, ça fait très longtemps que les communistes ont un discours pas du tout ambigu en la matière. Quand on est proche des classes populaires, quand on vit dans des quartiers populaires, on sait que la sécurité c'est une vraie question et elle ne peut pas être accaparée par la droite avec toutes les déviances qu'on lui connaît. Non, il faut prendre ce sujet au sérieux et le traiter avec des perspectives de gauche, dans des perspectives aussi plus larges et c'est ce que fait Fabien Roussel dans le cadre de cette campagne. Mais c'est pas du tout la même tonalité sur ces questions que tous les autres candidats de gauche. Je pense que c'est aussi ce qui fait notre marque de fabrique, c'est que dans cette campagne, on a eu envie de se saisir à nouveau très fortement des préoccupations principales des Français et de pas avoir de pudeur mal placée sur des questions qui sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français aujourd'hui. Et encore une fois, le faire avec une vision de gauche, c'est important. Ne pas parler du sujet et faire semblant qu'un sujet n'existe pas, je pense que ça rend pas service à la gauche. On le voit bien aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour la sécurité. Il y a un autre sujet, on le disait, sur lequel il détonne particulièrement. Fabien Roussel, c'est celui du nucléaire. Pour lui, il faut en faire un usage beaucoup plus important. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, ça chauffe sévère. Donc il va falloir qu'on agisse extrêmement rapidement. On a besoin du nucléaire dans un premier temps pour pouvoir d'abord essayer de répondre à cette urgence climatique qui est l'élévation des températures. Et puis ça va, c'est pas qu'un total nucléaire 100%. C'est dire qu'on va développer cette énergie-là pour aussi développer à côté un mix énergétique renouvelable, avoir une vraie ambition en matière de politique énergétique. Et le discours qui consiste à dire plus de nucléaire, ce n'est pas possible. Le discours de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Si on veut faire baisser la température, ça peut être notamment celui-ci, mais je pense qu'il n'est pas forcément le seul à tenir ce discours-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il y a une urgence climatique, il y a aussi des besoins énergétiques et que, de fait, on ne peut pas se passer aujourd'hui du nucléaire. Il faut, de la même façon que pour la sécurité, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Barbara Gomes, plusieurs observateurs et même du côté des autres partis s'accordent à dire que Fabien Roussel fait une bonne campagne. Pourtant, dans les sondages, le dernier sondage Ipsos, Le Parisien, le montre, il est à 3%. Est-ce que c'est dû à un manque de notoriété ? Le dernier sondage qu'on a eu, il était à 4%, pour tout vous dire, et on a commencé à 1%. Ça fait 15 ans que le PCF n'était pas sur le devant de la scène. Donc je trouve que pour un nouveau candidat, c'est quand même pas mal comme progression. Et je suis sûre que bientôt, vous serez surpris de nous voir dépasser les 5% très largement d'ici quelques semaines.
Merci beaucoup Barbara Gomez de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle que vous êtes conseillère communiste de Paris et porte-parole de Fabien Roussel. Anne-Sora Dubois, c'est la première fois depuis 15 ans qu'un communiste est candidat à la présidentielle. Et même s'il est bas, on l'a vu dans les derniers sondages, Fabien Roussel a quand même un certain succès d'estime. Il mêle souvent révolution et puis aussi des boutades dans ses discours. Oui, à commencer par une d'entre elles, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage qui a déclenché une énorme polémique et qui d'ailleurs, parce que cette polémique était bien excessive, lui a attiré un capital sympathie supplémentaire. C'est-à-dire que ça a déclenché, notamment sur les réseaux et de la part de certains de ses opposants, des foudres absolument ahurissantes. Lui-même s'en est très bien défendu. 2 jours après, il est allé visiter l'école de boucherie de Paris comme un pied de nez à tous ses opposants, avec pas mal d'humour, il faut le dire. Et c'est vrai qu'il a un capital sympathie très important. C'est peut-être justement parce que, et c'est un peu paradoxal, parce qu'il est sympathique, et parce que jusque depuis le début, il fait en quelque sorte une campagne un peu irréprochable, que c'est difficile pour lui de décoller et d'imprimer face à des candidats qui, eux, à la droite notamment, puisqu'on sait que la campagne est très polarisée à droite, font des campagnes beaucoup plus clivantes, avec beaucoup plus de clash, qui parlent beaucoup plus fort, qui parlent beaucoup plus haut. En attendant, c'est vrai qu'il poursuit sa campagne, une campagne, oui, que certains décrivent comme irréprochable. C'est vrai que jusque-là, il n'y a pas eu un seul faux pas pour Fabien Roussel. Après, c'est la première fois, effectivement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un candidat communiste, parce que jusque-là, le Parti communiste se rattachait à d'autres candidats, dont en particulier Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle. C'est peut-être là qu'il peut gagner des voix, Fabien Roussel, parce que comparativement à Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, il est présenté comme moins clivant et surtout il est en train de casser les codes sur un certain nombre de thèmes, notamment le nucléaire, il peut récupérer des voix aux écolos, et sur la question de la sécurité. J'en ai discuté il y a quelques semaines avec un de ses proches qui disait mais en fait la gauche a laissé tomber les questions de sécurité en se pinçant le nez en disant ça ce sont des questions de droite, c'est trop vulgaire pour la gauche de parler de ça. Eh bien Fabien Roussel lui considère que la gauche aussi doit pouvoir parler de sécurité parce qu'elle concerne aussi des personnes vulnérables dans des quartiers populaires. Merci beaucoup Anne. Et donc le discours de Fabien Roussel, c'est à suivre à 15h30 sur BFM TV en direct. Autre rendez-vous à ne pas manquer sur BFM TV, La France dans les yeux, avec comme invité Éric Zemmour. L'émission présentée par Bruce Toussaint aura lieu mercredi à 20h50 depuis la Seine-Saint-Denis. C'est le département qui a choisi le candidat. Et face à lui, des dizaines de citoyens. Ils ont leurs préoccupations et il a ses propositions. Elvina, par exemple, sera dans la salle. Elle est professeure et elle veut raconter aux candidats ses difficultés au quotidien. Un portrait signé Ashley Chevalier et Julie Rosaire. Chaque jour, Elvina passe 2h30 dans les transports en commun. 4, 5, 6, 7, 8, 9 stations. Elle enseigne à Corbeil-Essonnes, dans un des 197 collèges du réseau d'éducation prioritaire en Île-de-France. La jeune professeure de français a été jetée dans le grand bain en 2017. À l'époque, elle avait 25 ans. Les premières années, c'était compliqué. On est tout jeune professeur, on ne sait pas en fait être pédagogue. On est bon dans sa matière, mais pas forcément avec des enfants. Ça serait plus logique que ce soit les professeurs plus expérimentés qui aillent travailler dans ces établissements-là. Trop loin, trop difficile, malgré une prime de 144 € par mois et des horaires aménagés. Elle en a vu des collègues baisser les bras. Elvina, elle, a fini par s'y plaire. L'avantage principal et celui qui m'aide au quotidien, c'est la cohésion d'équipe. On est très soutenus par nos collègues et par la direction. Et puis le rapport aux élèves qui est beaucoup plus fort. Et pourtant, tout n'est pas toujours rose. C'est pour cela qu'Elvina a décidé d'interpeller Éric Zemmour dans La France dans les yeux. Ici, comme ailleurs, le manque de moyens matériels et humains fait partie du quotidien. Il manque des profs en fait, des profs parce que quand on a un professeur qui n'est pas là, il est difficilement remplacé, parce qu'on a des classes qui sont trop pleines, on a des classes à entre 20 et 27 élèves, ce qui est quasiment une classe normale en fait. À la rentrée 2021, 645 places de professeurs dans le secondaire sont restées vacantes. Le cyclone tropical Batsirai a touché Madagascar hier soir avec des rafales jusqu'à 235 km/h. Il a depuis perdu de sa puissance, mais selon un responsable malgache, le cyclone a fait 6 morts au moins. On va retrouver notre correspondante sur place, Sarah Teto. Sarah, les dégâts sont-ils importants dans ce pays particulièrement précaire ? Oui, ce sont effectivement des scènes de désolation auxquelles les habitants de Mananzar font face actuellement. C'est sur cette ville côtière, vous en parliez, que le cyclone a atterri hier en début de soirée avec des vents à 240 km/h. Là-bas, les dégâts matériels sont considérables.
80 à 90% des constructions ont été partiellement ou totalement détruites. Les maisons ont été décoiffées, les arbres arrachés, les poteaux électriques sont tombés au sol. Aujourd'hui, les quelques 5000 sinistrés qui avaient passé la nuit dans les hébergements d'urgence ont bravé les vents et la pluie pour tenter de réparer leur habitation et sauver ce qui peut encore l'être. Les autorités sur place ont demandé l'envoi immédiat de denrées pour subvenir aux besoins de la population. Mais le cyclone n'a évidemment pas touché que Mananzar. Plusieurs autres localités de la côte ont été durement touchées. Un cimetière a même été emporté par la mer déchaînée hier. Dans les Hautes-Terres, même constat au niveau des infrastructures endommagées, puisque, je le rappelle, Batsirai est en train de traverser Madagascar d'est en ouest. Au bureau de gestion des risques et catastrophes, l'autorité nationale qui pilote les opérations depuis la capitale, la collecte d'informations est en cours. Difficile donc d'obtenir un bilan précis parce que les dégâts et les pertes humaines, impossible pour l'instant d'avoir avec précision les chiffres actuellement, puisqu'ils sont amenés à évoluer d'heure en heure. Simplement, pour finir, les plus gros enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à sensibiliser la population sur les risques post-cyclone. Le premier de ces risques étant les crues des fleuves. Et le deuxième gros enjeu, c'est d'atteindre les localités dans les zones qui sont extrêmement isolées. Les routes sont coupées, certains villages sont accessibles uniquement après 2 jours de marche. Et la seule récolte d'informations dans ces zones reste difficile, tant les moyens de communication sont actuellement très limités. Merci beaucoup Sarah Teto pour ces précisions en direct donc de l'île de Madagascar touchée par ce cyclone Batsirai. On en parle également en plateau avec vous, Loïc Rivière, notre spécialiste météo. Quelle est la situation actuellement et surtout comment va évoluer ce cyclone sur place? Alors peu à peu, il perd progressivement en intensité. Pourquoi? Parce qu'il a touché terre. Du coup, il n'a plus les eaux très chaudes de l'océan Indien pour l'alimenter. Mais c'est tout de même une tempête tropicale désormais très intense qui a touché terre au stade de cyclone de niveau 3 sur 5. C'était hier soir, 17h, heure de Paris. On a donc enregistré ces vents moyens à 167 km/h. Ces rafales à plus de 235 km/h. C'est une estimation, mais vous imaginez l'agitation sur ce secteur. Là, l'œil du cyclone est précisément sur les reliefs du sud de Madagascar. Il déverse des pluies diluviennes de 600 à 800 mm attendus en l'espace de 48 heures. C'est plus d'1 mois de précipitations à Paris et ces pluies auront bien du mal à s'écouler puisqu'il y a également une forte houle cyclonique. En ce moment, des vagues de 10 à 15 mètres qui empêchent donc les cours d'eau de s'écouler. Peu à peu, on voit l'œil là qui se dessine. C'est là où les vents convergent. Peu à peu, il devrait quitter l'île par Toliara, donc à l'ouest, plutôt en tout début de matinée pour ce lundi. On sera peu à peu sorti d'affaire donc en début de semaine. Mais évidemment, on va surveiller l'évolution de la situation à nouveau dans les heures qui viennent avec un temps qui va rester très agité. Forte pluie, forte rafale de vent à nouveau dans le sud de Madagascar. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces précisions. La reine Elisabeth II célèbre ses 70 ans de règne dans l'intimité ce dimanche. Le 6 février 1952, son père Georges VI mourait. 70 ans de règne, c'est un record. La souveraine a eu pour l'occasion un beau gâteau, mais les festivités célébrant son jubilé de platine ne se dérouleront qu'en juin prochain. Laura Calmus, vous êtes notre correspondante à Londres. La reine a aussi fait une surprise à ces sujets aujourd'hui en évoquant son souhait que l'épouse, la seconde épouse du prince Charles, Camilla, devienne reine consort quand le prince Charles deviendra à son tour roi. Oui, exactement. Et Charles et Camilla se sont dit d'ailleurs aujourd'hui touchés par les mots de la reine. Alors Camilla s'est mariée avec le prince Charles en 2005. Et donc, théoriquement, Camilla devrait devenir reine consort. C'est le titre de la femme du roi. Mais vu les circonstances, beaucoup pensaient qu'elle n'aurait que le titre de princesse. Déjà parce que c'est un deuxième mariage et aussi parce que pendant longtemps, elle a été considérée comme celle qui a brisé le mariage de Charles et Diana. Elle a mis beaucoup de temps à redorer son image. Mais désormais, elle fait partie intégrante de la famille royale. Elle participe à plus de 200 engagements par an avec le prince Charles, parfois même seul. Alors il faut tout de même préciser qu'il n'existe pas de titre de roi consort. On l'a vu avec le défunt mari de la reine Elisabeth. Il a toujours été appelé le prince Philippe. Merci beaucoup Laura Calmus, la correspondante de BFM TV à Londres. L'actualité liée au Covid à présent. Est-on enfin dans une décrue du variant Omicron? Si on regarde les derniers chiffres, au 2 février, il y avait eu moins 20% de cas positifs en une semaine avec un peu moins de 215 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures.
et au 5 février, 3606 patients étaient en soins critiques, moins 1% par rapport à la semaine dernière. On en parle avec notre invité Jean-Jacques Zambrowski. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin hospitalier et professeur de politique et d'économie de la santé. Selon vous, le pic épidémique est-il passé et est-ce qu'on est dans une phase de décrue désormais ? Alors, on est certainement dans un moment où le pic des contaminations est passé, puisque avec les chiffres que vous avez indiqués, il y a un petit peu moins de cas tous les jours. Il y a un peu moins de personnes hospitalisées, même si c'est stable, mais en légère décroissance, et idem sur les patients en soins critiques. Donc finalement, la réponse à votre question est, à l'évidence, le pic est passé. On n'est pas encore dans la très franche décroissance que l'on attend tous, mais on est certainement à la fin du pic ou au moment du pic. Alors, il y a aussi ces chiffres, hein, évidemment, et cette déclaration d'Olivier Véran sur notre antenne qui, pour lui, eh bien, le pire est derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de la Santé ? Oui, il a raison, le pire est derrière nous, puisque quoi qu'il arrive, le moment où ça augmentait chaque jour est passé. Ça ne diminue pas de façon extraordinaire, c'est encore un peu élevé, mais par exemple la pression sur les services hospitaliers en général et les services de soins critiques, cette pression se relâche peu à peu, progressivement, donc le pire est derrière nous et le ministre Olivier Véran, de ce point de vue, a indiscutablement raison. Il ne faut pas crier que c'est terminé trop tôt, il faut être assez prudent, mais vous avez bien vu que dans le même temps, et à juste titre, on a allégé les mesures telles que le fait les jauges pour les endroits qui reçoivent du public assis, pour le port de masque, etc. Tout ça est bien vu, est attendu largement par la population. Quant aux écoles, eh bien, ça se décidera à la fin des vacances de février, suivant les régions. C'est imminent et je pense qu'effectivement, le pire est derrière nous. Effectivement, docteur, la première étape donc, de cette levée de restrictions s'est déroulée mercredi. Il y aura une deuxième étape le 16 février, notamment avec la réouverture des discothèques. Selon vous, on a le sentiment que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, le gouvernement est dans le vrai avec cette levée des restrictions ? Oui, ceux qui ne voient là que manœuvre politique parce qu'il y a une échéance électorale à court terme exagèrent. Au-delà de toute vraisemblance et de toute décision de nature politique, il y a une décision médicale et la décision médicale, elle est raisonnable, elle est réfléchie et les chiffres que l'on enregistre, sauf à imaginer qu'ils ne soient pas exacts, ce que nous n'imaginons pas, les chiffres laissent penser qu'on a des raisons d'alléger peu à peu les différentes contraintes sous lesquelles nous n'avons que trop longtemps vécu, oui bien sûr. Bien sûr. Il y a tout de même un point qui reste un petit peu noir dans cette épidémie, c'est la vaccination. Le taux de vaccination, par exemple, pour les plus de 60 ans, il reste encore faible pour beaucoup de personnes de cet âge en France. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ce cap soit aussi franchi et que vraiment on puisse se dire qu'on va dans la bonne direction ? Alors vous soulevez là une question qui relève du paradoxe, c'est-à-dire que dans le même temps où on dit, et je viens de le dire avec vous, qu'il y a finalement moins de périls, que l'on sort du pic, que tout va s'arranger et que d'ici quelques semaines, tout ça sera derrière nous, c'est difficile dans le même temps de convaincre les patients, les personnes, les individus, quel que soit leur âge au demeurant, d'aller à nouveau vers une énième vaccination, troisième, deuxième, bon. Et donc finalement, c'est pourquoi je disais, il ne faut pas crier victoire trop tôt, et il faut savoir que le risque existe toujours et que les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes qui ont une immunité quelque peu déficiente, doivent encore se protéger parce qu'on n'est pas tout à fait sorti du tunnel, mettons qu'on en voit le bout. Mais quand on voit le bout du tunnel, ça ne veut pas dire qu'on est à l'air libre, et donc il faut encore vacciner ceux qui ne le sont pas et qui n'ont pas de contre-indication à la vaccination, cela va de soi. Donc il y a un exercice difficile de persuasion de ceux qui doivent ou peuvent l'être, en même temps que d'optimisme de ceux qui attendent finalement la fin de cet épisode. Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques Zambrowski, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Dans un instant, nous irons à Marseille pour le premier grand meeting de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Son discours, c'est dans quelques instants en direct sur BFM TV. À tout de suite. La France dans les yeux.
Éric Zemmour face aux Français. En Seine-Saint-Denis, le département que le candidat a choisi. Loin des plateaux télé, vous allez pouvoir interpeller Éric Zemmour sur votre pouvoir d'achat, sur votre sécurité, sur votre santé, sur votre avenir. Éric Zemmour va vous répondre. Éric Zemmour, la France dans les yeux. L'émission présidentielle de BFM TV qui vous donne la parole. La France dans les yeux. Éric Zemmour face aux Français. Mercredi à 20h50 en direct sur BFM TV. Avec Mix, concevez des meubles en ligne qui correspondent parfaitement à votre style et à votre budget. Rendez-vous sur mix.com et créez vos meubles selon vos idées. Vous faites déjà confiance à Derad Pro pour le traitement des nuisibles et l'assainissement de votre logement. Mais ce n'est pas tout. Derad Pro, c'est aussi la plomberie, la serrurerie, l'électricité et même la vitrerie. Des interventions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et un suivi optimal de A à Z. Déplacement à votre domicile sur Paris et Île-de-France. Appelez Derad Pro dès maintenant au 01 83 80 60 69. 01 83 80 60 69. Avec Derad Pro. Vivez tranquille. Cette gélule possède 12 actions minceurs. Elle est le résultat de l'alliance entre savoir-faire français et ingrédients de qualité. Chacune de ces 12 actions est reliée à un ingrédient clé. Le guarana, par exemple, a été sélectionné pour aider à favoriser la perte de poids et la combustion des graisses. Autant de plantes, vitamines et minéraux minutieusement choisis afin de concevoir une formule inédite. Anaca 3 Plus minceur 12 en 1, la gélule avec le plus d'actions minceurs. À découvrir en pharmacie et sur anaca3.com. T'arrives à suivre ? Avec l'offre Hello Prime, on fait tout pour vous suivre. Vos opérations carte en temps réel, vos virements instantanés gratuits, vos retraits et paiements à l'étranger sans frais et encore plus de services pour 5 € par mois. Hello Bank par BNP Paribas. La vie est une aventure. Qui un jour a besoin d'un port pour se mettre à l'abri. Résidence seigneuriale. Votre port d'attache. Vous voulez perdre vos kilos en trop? Alors faites comme j'aime. C'est moins de 5 € par repas. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Dans 2 minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. En plus, tous nos plats sont Nutri-Score A, sans colorant, sans conservateur et bien entendu fabriqués en France. Et bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'offre commandez maintenant et payez plus tard. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Interruption spéciale. Avec mon assurance habitation MMA, même emprunté, le matériel de bricolage est assuré. 200 € offerts pour la souscription d'un contrat auto et d'un contrat habitation. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bientôt 15h30 sur BFM TV et il est à l'heure, direction le parc Chano à Marseille où Fabien Roussel est en train de s'avancer dans les allées de cette salle où quelques 3000 personnes sont rassemblées pour entendre son tout premier discours, premier grand meeting national pour le candidat communiste à la présidentielle. Il se présente là à l'instant, vous le voyez, devant ses sympathisants, les militants, les personnes qui sont venues l'écouter aujourd'hui. On va écouter le candidat Fabien Roussel dans un instant. Un retour en plateau après pour le décryptage de ce discours avec nos journalistes et nos invités. Mais avant cela, nous allons retrouver Marie Gentric qui est sur place pour BFM TV. Marie Gentric, à quelques petites minutes, quelques secondes maintenant de cette prise de parole. Comment se prépare ce moment important de la campagne de Fabien Roussel ? Et
Vous l'avez dit, c'est un moment important. Hein. C'est la première fois en 15 ans que le Parti communiste présente un candidat à une élection présidentielle. Je vais vous laisser, Corentin Préa, vous montrer le monde qu'il y a, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. 2000 chaises avaient été prévues dans cette salle. Elles sont toutes occupées. Il y a aussi des gens qui sont debout. Donc on est entre 2000 et 3000 personnes. Fabien Roussel qui vient d'arriver sur scène. Fabien Roussel qui devrait donc décliner les principales propositions de son programme, notamment la revalorisation du travail ou encore le permis gratuit pour les moins de 25 ans. Beaucoup de jeunes qui sont ici aujourd'hui qui nous ont dit que selon eux, Fabien Roussel rendait le communisme plus cool. C'est l'expression qu'ils ont employée. Fabien Roussel parle aux jeunes. Fabien Roussel est frais et a du franc-parler. C'est ce qu'ils nous disent. Et on va donc écouter le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, qui est sur scène et qui évidemment profite de ces moments, de ces acclamations. C'est un événement, un moment important pour lui évidemment, on le disait et Marie le rappelait. Ça fait 15 ans que les communistes n'avaient pas eu de candidat à la présidentielle. On écoute Fabien Roussel. Salut Marseille! Bonjour la France! Et on dirait qu'il y a un peu plus de monde que prévu. Ça déborde. La rivière sortirait-elle de son lit? C'est une crue. Qui l'eût cru?